Je m'appelle Clara et j'ai 32 ans. Le matin où je suis allée me faire opérer de l'appendicite, une intervention de routine, j'ai embrassé mon mari Antoine en partant, pensant que je serais de retour pour le dîner avec pour seule séquelle quelques petites cicatrices et une anecdote sur la nourriture de l'hôpital. Mais quand je me suis réveillée dans cette salle de réveil, quelque chose n'allait pas. Une douleur différente, dans un endroit qui n'avait aucun sens. La jeune infirmière qui ajustait ma perfusion jetait nerveusement des regards vers la porte. Et quand elle a finalement tiré le rideau autour de mon lit, ces mots murmurés ont fait s'emballer mon moniteur cardiaque. On ne vous a pas parlé de la deuxième intervention ? À cet instant, entouré par l'odeur stérile de l'antiseptique et le murmure lointain de la vie hospitalière qui continuait normalement autour de moi, j'ai réalisé que quelqu'un avait pris une décision concernant mon corps pendant que j'étais inconsciente. Ce qui a suivi allait détruire mon mariage, envoyer une onde de choc à travers le corps médical et me transformer en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devenir. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme celle-ci. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de notre chambre de cette manière particulière qui rendait tout plus doux que la réalité. Je me souviens avoir pensé à quel point Antoine était parfait, même avec ses cheveux en bataille, alors qu'il tendait le bras pour éteindre son réveil. Nous étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 9, et je sentais toujours ce petit pincement au cœur quand il me souriait au réveil. « Un café ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. C'était notre routine. Il faisait le café, je faisais le lit. Simple, prévisible, confortable. C'est ainsi que j'aurais décrit notre vie. Dans notre appartement moderne de 3 pièces avec vue sur le parc de la Tête d'Or à Lyon, Antoine travaillait dans la finance, comme consultant pour des entreprises qui avaient besoin de quelqu'un capable de faire danser les chiffres. Je travaillais depuis notre bureau, corrigeant des manuscrits pour une maison d'édition qui était passée au télétravail complet pendant la pandémie et n'était jamais revenue en arrière. Fais-le bien serré, lui ai-je lancé. J'ai 3 manuscrits à finir aujourd'hui. Tu as toujours 3 manuscrits, a-t-il ri depuis la cuisine. J'adorais le son de son rire à l'époque. Aujourd'hui, m'en souvenir me donne la chair de poule. Nous comptions essayer d'avoir un bébé bientôt. Enfin, c'est moi qui projetais. Antoine semblait toujours trouver des raisons pour repousser l'échéance. Sa promotion, l'économie, le désir d'épargner davantage. Mais le mois dernier, il avait finalement accepté. Après les fêtes, avait-il dit en m'embrassant sur le front. Nous fonderons notre famille après les fêtes. La douleur m'a frappé à 9h47. Je connais l'heure exacte car j'étais en appel visio avec une auteure pour discuter des révisions du chapitre 12 de son roman, quand j'ai soudain senti comme si on m'enfonçait un couteau chauffé à blanc dans l'abdomen. L'ordinateur portable a glissé de mes genoux alors que je me pliais en deux, le souffle coupé. Clara. Clara, ça va ? La voix de l'auteur me parvenait, minuscule et lointaine. J'ai réussi à mettre fin à l'appel, puis j'ai rampé jusqu'à la salle de bain, pensant que j'allais vomir. La douleur irradiait de mon côté droit, vive et implacable. Une intoxication alimentaire ? Non. Nous avions mangé la même chose la veille au soir. L'appendicite. Le mot a émergé à travers le brouillard de la douleur. Ma sœur avait eu l'appendicite à l'université. La sensation était exactement comme elle l'avait décrite. Antoine, ai-je appelé, mais il était dans son bureau, en conférence téléphonique. Je lui ai envoyé un texto. Quelque chose ne va pas. Hôpital maintenant. Il m'a trouvé sur le sol de la salle de bain, les larmes coulant sur mon visage. Je ne l'avais jamais vu bouger aussi vite, attrapant mon sac à main, ses clés, me portant presque jusqu'à la voiture. Sa main a trouvé la mienne pendant qu'il conduisait, la serrant doucement au feu rouge. Tout va bien se passer, n'arrêtait-il pas de dire. Je suis là. Je suis là. Les urgences étaient un tourbillon de lumière fluorescente et de visages inquiets. Antoine s'est occupé de tout, de la carte vitale et des papiers de la mutuelle, répondant aux questions pendant que je me recroquevillais sur la table d'examen, essayant de ne pas crier. L'infirmière qui m'a fait la prise de sang était douce, me prévenant de la piqûre. Le technicien de l'échographie s'est excusé pour le gel froid.
Tout le monde était si gentil, si prévenant avec moi. Appendicite aiguë, a confirmé le médecin urgentiste après ce qui m'a semblé des heures, mais n'était probablement que 45 minutes. Il faut vous opérer aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a détecté avant la péritonite. Antoine était là, me tenant la main, posant toutes les bonnes questions. Combien de temps durerait l'opération? Quel était le temps de récupération? Y avait-il des risques? Il prenait des notes sur son téléphone. Minutieux, comme toujours. J'aimais la façon dont il prenait soin de moi. S'occupait de tout. Je lui faisais une confiance aveugle. Ils m'ont admise et m'ont transférée dans une chambre préopératoire. L'infirmière du bloc, une femme plus âgée avec des yeux bienveillants derrière d'épaisses lunettes, est entrée avec un porte-bloc rempli de papiers. Je dois juste passer en revue la procédure et obtenir votre consentement, a-t-elle dit, puis a fait une pause, plissant les yeux sur ses documents. Je dois juste confirmer les 2 interventions qui sont prévues. Nous en avons déjà parlé au docteur, l'a interrompu Antoine, sa main se resserrant sur mon épaule. Elle souffre beaucoup. Pouvons-nous accélérer les choses? L'infirmière a semblé incertaine, mais a hoché la tête. Bien sûr. Il me faudra juste sa signature ici. Je peux l'aider, a dit Antoine, guidant ma main vers la ligne de signature. Les antidouleurs qu'on m'avait administrées rendaient tout flou. J'ai gribouillé quelque chose qui ressemblait vaguement à mon nom. Quelle 2e intervention, ai-je essayé de demander, mais ma langue était lourde, peu coopérative. Chut, mon amour. Ne t'inquiète pas, repose-toi, m'a murmuré Antoine en m'embrassant sur le front. Je serai là à ton réveil. On m'a emmené vers le bloc opératoire. L'anesthésiste expliquait quelque chose sur le fait de compter à rebours à partir de 10, mais j'essayais toujours de formuler la question. Quelle 2e intervention? Le masque s'est posé sur mon visage et le monde a commencé à s'estomper. Vous êtes entre de bonnes mains, a dit quelqu'un. Reposez-vous. 10, 9, 8. Quelle 2e intervention? 7, 6. Le monde est devenu noir. Je me suis réveillée lentement, comme si je remontais du fond d'une piscine profonde. Ma gorge était sèche, irritée par le tube respiratoire. La salle de réveil était sombre, silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Une infirmière, différente d'avant, plus jeune, avec des tresses complexes rassemblées en une queue de cheval, ajustait ma perfusion. La voilà, a-t-elle dit chaleureusement. Comment vous sentez-vous, Clara? J'ai soif, ai-je croassé. C'est normal. Je suis Chloé. Je m'occupe de vous aujourd'hui. Elle m'a aidé à boire de petites gorgées d'eau avec une paille. L'opération s'est bien passée. Vous allez vous en remettre. J'ai essayé de me redresser et j'ai eu le souffle coupé. Il y avait de la douleur, oui, mais pas seulement là où je m'y attendais. Toute ma région pelvienne était endolorie d'une douleur profonde et inconnue. Chloé a remarqué ma grimace. Cette douleur disparaîtra dans quelques jours, a-t-elle dit, mais quelque chose dans son expression a changé. Elle avait l'air mal à l'aise, peut-être même troublée. Ça fait mal en bas, ai-je dit, en faisant un geste vague. Ce n'est pas. C'est normal pour une appendicite? La main de Chloé s'est immobilisée sur ma perfusion. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, puis m'a regardé. On ne vous a pas parlé de la 2e intervention? La question m'a frappée comme de l'eau froide. J'ai secoué la tête, soudainement très éveillée malgré les effets persistants de l'anesthésie. Quelle 2e intervention? De quoi parlez-vous? Chloé a tiré le rideau autour de mon lit, créant une petite bulle d'intimité. Quand elle a repris la parole, sa voix était à peine un murmure. Votre mari a approuvé une 2e opération. Une à laquelle vous n'avez jamais consenti. Le moniteur à côté de mon lit a commencé à biper plus vite, suivant l'accélération de mon rythme cardiaque. Quoi? Quelle opération? Où est Antoine? Je dois parler à Antoine. Madame, s'il vous plaît, essayez de rester calme. Ne me dites pas de rester calme. J'ai cherché mon téléphone sur la table de chevet, manquant de renverser le verre d'eau. Mes mains tremblaient en appelant Antoine. Une sonnerie, 2, 3. Messagerie.
Je dois savoir ce qu'on m'a fait, ai-je dit, la voix montant. J'ai le droit de savoir ce qu'on a fait à mon corps. Chloé s'est mordu la lèvre, visiblement en proie à un dilemme. Légalement, je ne suis pas autorisée à discuter des détails médicaux sans la présence du chirurgien. Mais elle a de nouveau regardé vers la porte. Le docteur Dubois devrait bientôt faire sa tournée. S'il vous plaît, ai-je supplié. Dites-moi, s'il vous plaît. Elle a secoué la tête. Je pourrais perdre mon emploi. Mais je vais m'assurer que le docteur Dubois vienne vous voir tout de suite. Il a fallu une autre heure avant que le docteur Dubois n'apparaisse. La plus longue heure de ma vie. J'ai appelé Antoine 6 autres fois. Rien. J'ai envoyé un texto à Julie, ma meilleure amie, mais je ne savais pas comment expliquer ce qui se passait alors que je ne le comprenais pas moi-même. Le docteur Dubois était un homme grand aux cheveux argentés, avec cette assurance qui devait rassurer la plupart des patients. Moi, ça me donnait envie de hurler. Madame Morrison, a-t-il dit, tirant une chaise à côté de mon lit. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait, ai-je exigé. Quelle était la deuxième intervention? Il s'est éclairci la gorge, ajustant sa blouse blanche. Je pense qu'il est préférable que vous vous concentriez d'abord sur votre guérison. Nous pourrons discuter des détails quand vous vous sentirez plus forte. Dites-le-moi maintenant. Il a soupiré, sortant une tablette. Votre mari a exprimé des inquiétudes concernant un problème gynécologique à long terme. Pendant l'appendicectomie, nous avons également effectué une intervention mineure pour y remédier. Tout est documenté ici, avec le formulaire de consentement dûment signé. Quelle intervention? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Une ligature des trompes, a-t-il dit comme s'il annonçait la météo. Votre mari a dit que vous en aviez longuement discuté, que vous le planifiez depuis des mois, mais que vous étiez nerveuse à l'idée de l'intervention. Nous avons pensé qu'il valait mieux s'en occuper pendant que vous étiez déjà sous anesthésie pour vous épargner une anxiété supplémentaire. La pièce a basculé. Je me suis agrippée aux barrières du lit pour ne pas tomber, bien que j'étais allongée. Vous m'avez stérilisée. C'est une procédure très courante, Madame Morrison. Entièrement réversible grâce à la FIV si vous changez d'avis sur le fait d'avoir des enfants. Sortez. Les mots sont sortis comme un grognement. Sortez. Il s'est levé, l'air légèrement offensé. Je comprends que vous soyez contrarié, mais tout a été fait selon le protocole. Votre mari avait la pleine procuration médicale et... Sortez. Après son départ, je suis restée là, tremblante. Chloé est revenue, le visage plein de sympathie. Sans un mot, elle m'a tendu un dossier cartonné. Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Mais vous méritez de le voir. À l'intérieur se trouvait une copie du formulaire de consentement chirurgical. Il y avait ma signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Les lettres étaient toutes fausses. Le N de mon nom de famille était courbé alors que le mien était toujours droit. Le C de Clara était trop étroit. Et là, dans la description de l'intervention, ligature bilatérale des trompes par voie laparoscopique. En dessous, la signature d'Antoine, claire et assurée, et une note, le mari de la patiente confirme les discussions antérieures concernant une contraception permanente. La patiente éprouve de l'anxiété à l'idée d'une intervention distincte. Recommande la réalisation pendant l'appendicectomie. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pourquoi aurait-il fait ça sans me le demander? La question résonnait dans le silence de la chambre d'hôpital, sans réponse et insupportable. Antoine est arrivé le lendemain matin avec des fleurs, des roses blanches, mes préférées. Il souriait, de ce sourire facile et charmant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui dans un café-librairie 9 ans plus tôt. Il m'a embrassée sur le front, a posé les fleurs sur la table de chevet et m'a demandé comment je me sentais, comme si c'était une visite à l'hôpital comme une autre, un jour comme un autre. Qu'est-ce que tu as fait? Ma voix était plate, sans émotion. J'avais pleuré toute la nuit, et il ne restait plus qu'une fureur creuse. Son sourire a légèrement vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire, mon amour? J'ai été en réunion toute la matinée. Désolée de ne pas être venue hier soir, mais le contrat Peterson. L'opération, Antoine. La ligature des trompes.
Qu'est-ce que tu as fait? Il a rapproché la chaise visiteur de mon lit, son expression passant à l'inquiétude. Pas la surprise, l'inquiétude. Il s'attendait à cette conversation. Clara, chérie, tu es encore vaseuse à cause de l'anesthésie. Tu es confuse. Je ne suis pas confuse. J'ai brandi les papiers que Chloé m'avait donnés. Tu les as autorisés à me stériliser sans mon consentement, sans même me le dire. Antoine a soupiré, passant une main dans ses cheveux, un geste que je trouvais autrefois attachant. Clara, on en a parlé. Tu avais tellement peur de l'accouchement. Tu te souviens de cette crise de panique que tu as eue il y a quelques semaines quand Sarah a amené son bébé à dîner? Tu as dit que tu ne pouvais pas le faire, que l'idée d'être enceinte te terrifiait. Ça n'est jamais arrivé, ma voix montait. Sarah n'est pas venue depuis des mois. Et je veux des enfants. On devait commencer à essayer après les fêtes. Tu l'as dit. Mon amour, tu as été sous beaucoup de stress avec le travail, a-t-il interrompu, sa voix prenant ce ton patient et condescendant que je ne réalisais que maintenant avoir toujours été là. Tu as été émotive, confuse. J'ai fait ce qui était le mieux pour nous deux, pour notre avenir. Notre avenir? Tu m'as enlevé mon choix. Je t'ai protégé d'une décision que tu aurais regrettée, a-t-il dit fermement. Les enfants ruineraient tout ce que nous avons construit. Notre style de vie, ta carrière, notre relation. Tu le sais au fond de toi. Tu es juste sous le coup des hormones à cause de l'opération. Hormones? Il avait vraiment dit hormones. Sors, ai-je dit doucement. Clara, ne sois pas dramatique. Sors. Il s'est levé, ajustant sa cravate. Même maintenant, il se souciait des apparences. Je reviendrai quand tu te sentiras plus rationnel. On pourra en discuter comme des adultes. Après son départ, j'ai appelé Julie. Elle a répondu à la première sonnerie. Enfin. J'étais morte d'inquiétude. Comment s'est passée l'opération? Julie. Je n'arrivais pas à sortir les mots au début. Il les a fait me stériliser. Silence. Puis quoi? Je lui ai tout raconté. La deuxième intervention, la signature falsifiée, la manipulation d'Antoine. Elle a écouté, sa respiration devenant plus lourde à chaque détail. Quel putain de salaud, a-t-elle finalement explosé? Clara, on a littéralement parlé de FIV il y a 3 semaines. Tu m'as montré les sites web des cliniques de fertilité que tu avais mis en favori. Tu choisissais des prénoms de bébés. Je sais, ai-je murmuré. Mais il essaie de me faire croire que je suis folle. Tu n'es pas folle. Tu es la personne la plus saine d'esprit que je connaisse. Je viens te chercher. L'hôpital m'a laissé sortir cet après-midi-là, malgré mes protestations que je ne voulais pas rentrer chez moi, mais l'assurance ne couvrirait pas une autre nuit pour une procédure, réussie et sans complications. Julie m'a ramené, restant près de moi alors que nous entrions dans l'appartement. Antoine n'était pas là, probablement au travail, en train de construire sa version des faits pour quiconque voudrait l'écouter. Il nous faut des preuves, a dit Julie en m'aidant à m'installer sur le canapé. Tout ce qui montre qu'il a planifié ça. Pendant qu'elle faisait du thé, j'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifiant mes emails à la recherche de conversations oubliées où j'aurais dit ne pas vouloir d'enfant. Rien. Mon historique de recherche était plein de sites sur la fertilité, de guides de grossesse, de bases de données de prénoms de bébés, tous datant des 6 derniers mois. J'ai tout capturé en capture d'écran. La porte du bureau d'Antoine était fermée. Elle l'était toujours quand il n'était pas à la maison. Et j'avais respecté cette limite, croyant qu'il avait besoin d'intimité pour des documents financiers sensibles. Maintenant, ce respect me semblait de la stupidité. C'est fermé à clé, ai-je dit à Julie en testant la poignée. Où garde-t-il la clé? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu besoin. Nous avons cherché pendant 1 heure. Sous le paillasson, au-dessus du cadre de la porte, dans toutes les cachettes évidentes. Finalement, Julie l'a trouvé, scotché à l'arrière d'un cadre photo dans le couloir. Notre photo de mariage. Le bureau était méticuleusement organisé, tout à sa place. Des classeurs bordaient un mur. Chaque tiroir était étiqueté avec des noms de clients ou des années,
mais un tiroir, en bas à gauche, avait un type de serrure différent, à combinaison. Et c'est votre anniversaire de mariage, a suggéré Julie. Rien. Son anniversaire? Rien. J'étais sur le point d'abandonner quand je me suis souvenu de quelque chose. Au début de notre relation, Antoine m'avait parlé de son numéro porte-bonheur, 2743. Il l'utilisait pour tout à l'époque, avant les gestionnaires de mots de passe et l'authentification à 2 facteurs. La serrure a cliqué. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus. Des brochures médicales sur la ligature des trompes, des articles imprimés sur le style de vie sans enfant, et puis, mon estomac s'est noué, une chaîne de mai. Les emails étaient entre Antoine et un certain docteur Michel Brennan, datant de 3 mois. Antoine s'était renseigné sur les options de contraception permanente pour ma femme et avait spécifiquement demandé des procédures qui pourraient être effectuées sans longue période de consultation. Le docteur Brennan avait répondu qu'il ne pouvait pas effectuer une telle procédure sans le consentement explicite de la patiente et des conseils appropriés. Antoine avait répondu, et si la patiente est incapable ou inapte à prendre des décisions? Quelles sont les options légales? Le docteur Brennan n'a jamais répondu à celui-là. Il y avait d'autres emails, Antoine contactant d'autres médecins, d'autres cliniques. La plupart l'ignoraient ou envoyaient des refus fermes, mais tout en bas de la pile se trouvait une conversation imprimée avec le docteur Dubois du centre médical Riverside, notre hôpital. Je comprends vos préoccupations, docteur Dubois. Si la patiente subissait déjà une intervention chirurgicale pour une autre pathologie et si les formulaires de consentement appropriés étaient obtenus, nous pourrions potentiellement traiter plusieurs problèmes en une seule procédure. Cela nécessiterait bien sûr une documentation appropriée. Antoine avait répondu, quel genre de documentation? Le consentement du conjoint est parfois accepté dans les situations d'urgence où le patient ne peut pas consentir lui-même. La paperasserie devrait être minutieuse. C'est un complot, a soufflé Julie en lisant par-dessus mon épaule. C'est un putain de complot pour commettre une fraude médicale. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, puis j'ai soigneusement replacé les documents à leur position exacte. En fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Un petit téléphone noir glissé derrière les dossiers. Un deuxième téléphone que je n'avais jamais vu. Il était protégé par un mot de passe, mais Antoine était prévisible. 2743, les messages qui sont apparus m'ont rendu physiquement malade. Il y avait des dizaines de textos entre Antoine et quelqu'un enregistré sous le nom de « A », le plus récent datant d'hier. « Ah, c'est fait ?» Antoine, oui. Elle ne peut plus me piéger maintenant. « Ah, quand est-ce que tu la quittes ?» Antoine, bientôt. Une fois que les choses se seront calmées. J'ai fait défiler vers le haut, les mains tremblantes. Les messages remontaient à plus d'1 an. Des photos sont apparues, des photos intimes d'une femme que j'ai reconnue, Amélie du bureau d'Antoine. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. Elle avait complimenté ma robe et m'avait posé des questions sur nos projets d'enfants. « Tu dois penser à ta carrière », avait-elle dit. Les enfants changent tout. Je pensais qu'elle faisait juste la conversation. Un fil de discussion datant de 2 mois m'a fait courir aux toilettes pour vomir. Antoine, elle veut des enfants désespérément. Ça devient un problème. Ah, alors quitte-la. Antoine, pas encore. Le contrat de mariage a une clause sur les enfants. Si nous divorçons sans enfants, elle obtient la moitié de tout. Si elle est incapable d'avoir des enfants pour des raisons médicales, c'est différent. Ah, tu es terrible. J'adore. Julie m'a tenu les cheveux pendant que je vomissais, puis m'a aidé à retourner sur le canapé. Il faut que tu trouves un avocat, a-t-elle dit. Aujourd'hui. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans notre lit, mon lit maintenant, à fixer le plafond. Les points de suture me lançaient, un rappel constant de ce qui m'avait été enlevé. Pas seulement ma fertilité, mais ma confiance, mon sentiment de sécurité, ma croyance en la vie que je pensais vivre. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a à peine 2 jours. Inquiète des délais de manuscrits et planifiant un avenir avec un homme que j'aimais. Elle me semblait être une étrangère maintenant, naïve et aveugle. Vers minuit, j'ai entendu la clé d'Antoine dans la serrure.
J'ai fait semblant de dormir alors qu'il se déplaçait dans l'appartement, vérifiant son bureau. Avais-je laissé quelque chose en désordre? Puis il s'est glissé dans le lit à côté de moi. Il sentait le parfum. Celui d'Amélie, probablement. Je sais que tu es réveillée, a-t-il chuchoté. On doit en parler rationnellement, Clara. Tu vas voir que j'ai fait ce qu'il fallait pour nous deux. Je n'ai pas répondu. J'ai à peine respiré. Tu me remercieras un jour, a-t-il poursuivi. Quand tu verras à quel point nous sommes libres, tout ce que nous pouvons accomplir sans enfant pour nous retenir, tu comprendras. Il s'est retourné et en quelques minutes, sa respiration est devenue plus profonde, endormie. Je suis restée là, rigide, planifiant mon prochain coup. Il pensait avoir gagné, qu'il m'avait piégé avec succès dans sa vision de notre avenir. Debout dans la salle de bain 1 heure plus tard, j'ai fixé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était différente, plus dure, plus en colère, transformée par la trahison. J'ai soulevé mon t-shirt, touchant le petit pansement sur l'une des incisions laparoscopiques. Une si petite marque pour une violation si massive. Tu m'as volé quelque chose, ai-je chuchoté à la forme endormie d'Antoine à travers la porte. Et maintenant, je vais tout te prendre. Le cabinet d'avocat de maître Hélène Bernard occupait le dernier étage d'un immeuble étincelant du centre-ville. Julie avait trouvé Hélène par l'intermédiaire d'une amie qui avait fait appel à elle pour un divorce contentieux. Elle est brillante et elle est impitoyable, avait dit Julie. Tout ce dont tu as besoin en ce moment. Hélène Bernard était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la quarantaine, avec des yeux vifs derrière des lunettes de créateur et un air d'intensité contrôlée. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et s'est penchée en arrière. C'est l'un des cas les plus flagrants d'agression médicale et de trahison conjugale que j'ai rencontrés, a-t-elle dit. Nous parlons de complot en vue de commettre une escroquerie, de faux et usage de faux, et d'une opération non autorisée. L'hôpital a une responsabilité considérable ici, et votre mari, elle a fait une pause. Votre mari a commis plusieurs crimes. Pouvez-vous le prouver, ai-je demandé. Avec ce que vous m'avez montré, oui. Mais il nous en faut plus. Je veux que vous documentiez tout. Chaque conversation, chaque élément de preuve. Et Clara, elle m'a regardé intensément, soyez très prudente. Les hommes capables de ce niveau de tromperie et de contrôle peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont acculés. Je suis rentrée chez moi et je suis devenue détective dans ma propre vie. Pendant qu'Antoine était au travail, j'ai systématiquement photographié chaque document de son bureau. J'ai découvert que nos finances étaient plus complexes que je ne le pensais. Au-delà de nos comptes joints, Antoine avait déplacé de l'argent vers des investissements privés dont je n'avais jamais entendu parler. Un compte contenait plus de 200 000 € dont j'ignorais l'existence. Le deuxième téléphone est devenu mon obsession. Je le vérifiais quotidiennement pendant qu'il se douchait, faisant des captures d'écran des conversations. La relation avec Amélie allait plus loin qu'une simple liaison. Ils avaient planifié un avenir ensemble, un avenir qui ne m'incluait jamais autrement que comme un obstacle temporaire. 3 jours après mon retour à la maison, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans le dossier vidéo du téléphone se trouvait un enregistrement de l'intérieur du bureau du docteur Dubois. Antoine avait dû enregistrer secrètement leur consultation. L'angle était maladroit, clairement filmé depuis une poche, mais l'audio était clair. « Elle ne sait pas que je suis là », disait la voix d'Antoine. Elle est très émotive sur le sujet des enfants. Irrationnelle, même. Je comprends, a répondu le docteur Dubois. Mais nous devons être très prudents sur la façon de procéder. J'assumerai l'entière responsabilité, a poursuivi Antoine. Assurez-vous simplement qu'elle ne se souvienne pas des détails. Pouvez-vous augmenter l'anesthésie? L'anesthésie ne fonctionne pas comme ça, monsieur Morrison. Alors que suggérez-vous? Si elle a déjà consenti à une procédure, la paperasserie pourrait être ajustée. Ces choses arrivent dans les situations d'urgence. Les décisions doivent être prises rapidement. Et vous avez déjà fait ça avant. Une pause. J'ai aidé des familles à prendre des décisions difficiles, oui. J'ai copié la vidéo sur 3 comptes de stockage cloud différents et l'ai envoyée par email à Hélène Bernard immédiatement.
C'est la preuve irréfutable, a-t-elle dit quand elle m'a rappelé. Cela prouve la préméditation et le complot. Mais Clara, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui pourrait être difficile. Pouvez-vous faire comme si tout était normal pendant encore un peu de temps? Nous avons besoin qu'il se sente en sécurité pendant que nous montons le dossier. Alors, je suis devenue une actrice. Quand Antoine rentrait à la maison, je m'excusais pour ma crise d'émotion à l'hôpital. Je le laissais m'expliquer à nouveau comment il avait fait ce qui était le mieux pour nous. Je hochais la tête, je souriais et je le laissais m'embrasser sur le front, tout en documentant tout. Je suis content que tu commences à comprendre, a-t-il dit un soir au dîner. Un dîner que j'avais préparé en fantasmant de moudre du verre dans ses pattes. Je savais que tu finirais par entendre raison. Tu le fais toujours. J'ai réfléchi, ai-je dit prudemment. Peut-être que tu as raison à propos des enfants. Peut-être que je ne faisais que suivre les attentes sociales plutôt que ce que je voulais vraiment. Il rayonnait, tendant la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Voilà ma fille intelligente. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dû prendre la décision pour toi. Tu étais trop prise par ce que tout le monde voulait. Je lui ai souri en retour, lui serrant la main tout en ajoutant mentalement ces paroles à la transcription croissante que je tenais de chaque conversation. Julie m'a aidé à maintenir la façade, bien qu'elle puisse à peine contenir son dégoût. Je ne sais pas comment tu fais, a-t-elle dit un après-midi alors que nous étions assises dans un café loin du bureau d'Antoine. J'ai envie de le tuer chaque fois que je le vois. La colère me permet de rester concentrée, lui ai-je dit. Chaque mensonge qu'il raconte, chaque manipulation, c'est une preuve de plus. Une semaine après le début de ma performance, j'ai fait une découverte qui a tout changé. J'étais retournée à l'hôpital, soi-disant pour un rendez-vous de suivi, mais en réalité pour demander mon dossier médical complet. L'employé m'a remis un dossier épais, et là, enfoui dans les notes administratives, il y avait quelque chose d'étrange. Un relevé de paiement montrant qu'Antoine avait payé 15 000 € directement à la société de conseil médical personnel du docteur Dubois la veille de mon opération. Les yeux d'Hélène Bernard se sont illuminés quand je le lui ai montré. Cela établit un quid pro quo. Il a littéralement acheté votre stérilisation. Nous avons décidé qu'il était temps d'agir. Hélène a préparé la plainte. En fait, les plaintes, au pluriel. Une contre Antoine pour escroquerie, agression et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Une autre contre l'hôpital et le docteur Dubois pour faute professionnelle médicale et agression. Elle a également commencé à préparer les papiers du divorce. Nous allons tout déposer simultanément, a-t-elle expliqué. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Le plan était de signifier les papiers à Antoine lors d'un dîner que j'avais soigneusement orchestré. Je lui ai dit que je voulais célébrer notre nouveau départ avec un repas spécial à la maison. J'ai passé la journée à cuisiner ses plats préférés, à dresser la table avec notre service de mariage, jouant la parfaite épouse une dernière fois. Il est rentré à la maison avec du champagne. Tu as l'air tellement plus heureuse, a-t-il dit en m'embrassant. Je savais que tu finirais par comprendre que c'était pour le mieux. Nous nous sommes assis pour dîner. J'ai versé le champagne, levé mon verre. À l'avenir, ai-je dit. À notre avenir, a-t-il corrigé, faisant teinter son verre contre le mien. C'est à ce moment-là que je me suis levée et que je suis allée au salon. Je veux te montrer quelque chose. Sur notre grand écran de télévision, j'avais mis en attente les images de vidéosurveillance de l'hôpital qu'Hélène avait obtenues par voie légale. Elle montrait Antoine au poste des infirmières en train de signer des papiers. L'horodatage montrait que j'étais déjà au bloc opératoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était tendue. Continue de regarder. La vidéo a zoomé. Hélène l'avait fait améliorer, montrant clairement qu'il signait un formulaire de consentement où ma signature était déjà présente. Une signature qu'il avait falsifiée avant d'arriver à l'hôpital. Antoine s'est levé, le visage rouge. Tu es encore en train de faire un drame. Ça ne prouve rien. Tu l'as probablement signé plus tôt et tu as oublié. J'ai aussi la vidéo du bureau du docteur Dubois, ai-je dit calmement. Celle où vous discutez de la façon de faire ça à mon insu. Il est devenu très immobile. Et les emails, et les textos avec Amélie, et les relevés de paiement. Clara.
La sonnette a retenti. J'avais parfaitement synchronisé. Tu devrais aller ouvrir, ai-je dit. Il s'est dirigé vers la porte comme un homme marchant vers son exécution. L'huissier de justice était professionnel, lui remettant l'enveloppe et confirmant son identité avant de partir. Antoine a déchiré l'enveloppe, son visage passant par une série d'émotions en lisant. Confusion, colère, peur. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit. Tu es ma femme. On est une équipe. On n'a jamais été une équipe, ai-je répondu. Une équipe prend des décisions ensemble. Une équipe se respecte. Tu m'as transformé en toute autre chose, ta victime. Mais j'ai fini d'être ta victime. Je suis monté à l'étage, mes jambes stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Il m'a suivi en criant, tu es folle. Personne ne te croira. Je dirai à tout le monde que tu fais une dépression nerveuse. Je me suis arrêté à la porte de notre chambre. Ma porte de chambre. Ils croiront les preuves. Ils croiront les signatures falsifiées, les pots de vin, le complot. Ils croiront la femme que tu as trahie de la manière la plus cruelle qui soit. Ça va me ruiner, a-t-il dit, et pour la première fois, j'ai entendu une vraie peur dans sa voix. Oui, ai-je dit simplement. Ça va te ruiner. J'ai fermé la porte sur ses protestations, la verrouillant derrière moi. À travers le bois, je pouvais l'entendre rager, menacer, supplier. Finalement, sa voix s'est estompée alors qu'il se retirait dans son bureau, probablement pour appeler son avocat, ou Amélie, ou les deux. Je me suis assise sur le lit, mes mains commençant enfin à trembler alors que l'adrénaline retombait. La femme que j'avais été avant aurait pleuré, se serait remise en question, se serait demandé si elle était trop dure. Mais cette femme avait disparu, enlevée chirurgicalement avec mes trompes de Fallope. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui comprenait que la confiance pouvait être une arme, que l'amour pouvait être un piège, que la personne qui promettait de vous protéger pouvait être celle qui vous détruisait. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Hélène Bernard. Plainte déposée auprès de l'ordre des médecins. Le docteur Dubois sera notifié demain. L'équipe juridique de l'hôpital a également été contactée. Que la partie commence. J'ai regardé par la fenêtre, observant l'ombre d'Antoine faire les 100 pas dans son bureau de l'autre côté du couloir. Il se croyait si malin, planifiant ma stérilisation comme une transaction financière, supprimant mes choix comme des éléments d'une feuille de calcul. Mais il avait fait une erreur cruciale. Il avait supposé que je craquerais, que j'accepterais sa version de la réalité, que je le remercierais un jour, comme il l'avait prédit. Au lieu de cela, j'étais devenue quelque chose qu'il n'avait jamais prévu, ma propre avocate, ma propre défenseur, ma propre voix. Et je ne faisais que commencer. La cicatrice sur mon abdomen me lançait, un rappel de ce qui avait été pris. Mais les cicatrices, j'apprenais, n'étaient pas seulement des marques de blessures. Elles étaient la preuve de la survie, la preuve des batailles menées, les cartes du voyage de victime à survivante. Demain, le vrai combat commencerait. Ce soir, je suis restée assise dans l'obscurité de ma chambre, planifiant mes prochains mouvements, construisant mon dossier, me réappropriant mon histoire. Antoine faisait toujours les 100 pas dans son bureau, appelant probablement son avocat, peut-être Amélie, paniquant certainement. Bien, pensais-je. Qu'il fasse les 100 pas. Qu'il panique. Qu'il ressente pour une fois ce que c'est que de se voir arracher le contrôle, d'avoir quelqu'un d'autre qui décide de votre avenir sans votre consentement. La lune projetait des ombres à travers la fenêtre de la chambre, et je me suis surprise à penser aux enfants que je n'aurais jamais, du moins pas naturellement. Ce deuil viendrait, je le savais, par vagues et à des moments inattendus. Mais pour l'instant, j'avais du travail à faire, une justice à obtenir, un homme à détruire. Tu ne m'as pas seulement enlevé mon droit d'être mère, ai-je murmuré dans l'obscurité. Tu m'as transformée en quelque chose de complètement différent. Une combattante, une survivante, et ton pire cauchemar. L'ordonnance de protection est arrivée 3 jours après que j'ai signifié les papiers du divorce à Antoine. Je prenais un café avec Julie quand un huissier de justice a frappé à ma porte, son expression désolée mais professionnelle alors qu'il me remettait les documents. Antoine Morrison a déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence, lisez les papiers.
Le demandeur déclare que l'intimé a manifesté un comportement de plus en plus erratique et agressif, y compris des menaces de violence et des tentatives délibérées de détruire la réputation et la carrière du demandeur par de fausses allégations. Julie a ri amèrement. Quel culot! Hélène Bernard était moins amusée quand je l'ai appelée. C'est une tactique courante, a-t-elle dit, sa voix tendue de colère contenue. Il essaie d'établir un récit selon lequel vous êtes instable. C'est aussi destiné à vous intimider. Ne le laissez pas faire. L'ordonnance de protection signifiait que je devais quitter notre appartement immédiatement. Julie m'a aidé à faire mes valises pendant qu'Antoine était au travail, ou ce qu'il en restait. La nouvelle de la poursuite s'était répandue et son entreprise l'avait mis en congé administratif en attendant l'enquête. Bien, pensais-je en pliant mes vêtements dans des valises. Qu'il explique à ses collègues comment il a payé un médecin pour stériliser sa femme. L'audience préliminaire pour l'ordonnance de protection était la première fois que je voyais Antoine depuis cette nuit-là. Il était assis avec son avocat, un homme au visage acéré nommé Richard Brennan, spécialisé dans la défense d'hommes riches contre des épouses vengeresses. Antoine portait son plus beau costume, son alliance toujours au doigt. Une performance de mari dévoué lésé par sa femme malade mentale. Mon client a été soumis à une campagne de harcèlement et de diffamation, a commencé Brennan. Madame Morrison a fait des accusations folles, a violé sa vie privée en volant des documents personnels et a créé des théories du complot élaborées sur des procédures médicales auxquelles elle avait elle-même consenti. Hélène s'est levée, sa voix tranchant son récit comme une lame. Votre honneur, nous avons des preuves vidéo de Monsieur Morrison complotant avec le docteur Dubois pour effectuer une opération non autorisée. Nous avons la preuve de signatures falsifiées. Nous avons des relevés de paiement montrant qu'il a soudoyé le personnel médical. Cette ordonnance de protection n'est rien de plus qu'une tentative de faire taire ma cliente et de l'empêcher d'obtenir justice. La juge, une femme plus âgée aux yeux perçants, a examiné les preuves. Maître Brennan, votre client a-t-il vu cette vidéo? Antoine a chuchoté de manière urgente à son avocat. Brennan s'est levé. Nous contestons l'authenticité d'un tel enregistrement et demandons du temps pour l'examiner. Je vais l'examiner maintenant, a dit la juge. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de la voix d'Antoine provenant des haut-parleurs de l'ordinateur portable, discutant avec le docteur Dubois de la façon de me stériliser à mon insu. J'ai regardé le visage d'Antoine alors que ses propres mots le condamnaient. Le masque du mari lésé s'est fissuré, révélant quelque chose de plus laid en dessous. La peur. La demande d'ordonnance de protection est rejetée, a annoncé la juge. De plus, je transmets ces preuves au bureau du procureur de la République pour examen d'éventuelles poursuites pénales. Monsieur Morrison, il vous est conseillé de ne pas contacter Madame Morrison, sauf par l'intermédiaire de vos avocats. Antoine est sorti en trombe, Brennan se hâtant derrière lui. Hélène m'a serré l'épaule. Première manche pour nous. Les médias ont repris l'histoire une semaine plus tard. Une femme poursuit un hôpital après que son mari a autorisé une stérilisation secrète, titrait le journal local. Mon téléphone sonnait constamment. Des journalistes, des producteurs, des inconnus offrant leur soutien ou leur jugement. J'ai donné une interview soigneusement contrôlée à un journaliste respecté, gardant ma voix stable alors que j'expliquais ce qu'on m'avait fait. Il ne s'agit pas seulement de moi, ai-je dit, regardant directement la caméra. Il s'agit de chaque femme qu'on a qualifiée d'hystérique, de chaque patient dont le consentement a été violé, de chaque personne dont le partenaire a pris des décisions unilatérales concernant son corps. Nous méritons l'autonomie. Nous méritons la vérité. L'hôpital a répondu immédiatement, publiant une déclaration sur son engagement envers la sécurité des patients et annonçant une enquête interne. Le docteur Dubois a été suspendu en attendant l'examen, bien qu'il ait maintenu par l'intermédiaire de son avocat qu'il avait suivi les protocoles standards. Puis Chloé m'a appelé. Je ne suis pas censée vous parler, a-t-elle chuchoté. Mais vous devez savoir quelque chose. Ce n'est pas la première fois. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant en dehors de la ville. Chloé regardait nerveusement par-dessus son épaule en s'asseyant dans la banquette en face de moi. Le docteur Dubois a déjà fait ça, a-t-elle dit. 3 fois à ma connaissance. Toujours des femmes dont les maris avaient des préoccupations. Toujours pendant d'autres procédures.
L'hôpital est au courant. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Elle a ri amèrement. J'ai essayé. Ils ont dit que je comprenais mal les situations, que les procédures étaient médicalement nécessaires. Une infirmière qui a trop insisté s'est fait virer pour violation de la vie privée des patients. Mais j'ai gardé des copies de choses, des documents, des emails. J'attendais que quelqu'un d'assez courageux pour se battre se présente. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Tout est là-dessus. Soyez prudente. Le docteur Dubois a des relations. Des patients riches qui l'ont bien payé pour sa flexibilité. Les fichiers sur la clé USB étaient accablants. 3 autres femmes, toutes stérilisées lors d'opérations de routine, toutes avec des formulaires de consentement suspects. L'une s'était suicidée 2 ans plus tard après avoir découvert ce qui avait été fait. Une autre avait divorcé de son mari mais n'avait jamais engagé de poursuite judiciaire, trop traumatisée pour se battre. La 3e avait été traitée de folle si souvent qu'elle s'était fait interner dans un établissement psychiatrique. Les yeux d'Hélène Bernard se sont assombris quand je lui ai montré. Cela établit un schéma de comportement criminel. Nous n'intentons plus seulement un procès, Clara. Nous allons le détruire. La phase de communication des pièces du procès a été révélatrice. Grâce à des assignations, nous avons obtenu des années de dossiers financiers du docteur Dubois montrant plusieurs dépôts importants de maris riches aux alentours des dates d'opération de leurs femmes. Nous avons trouvé des emails entre les administrateurs de l'hôpital discutant des problèmes de responsabilité des pratiques du docteur Dubois tout en louant simultanément sa capacité à attirer des patients de grande valeur. La déposition d'Antoine était prévue un jeudi matin. J'étais assise dans le bureau d'Hélène, regardant par liaison vidéo alors qu'il était interrogé sous serment. Il avait l'air plus petit, diminué. Ses cheveux étaient en désordre. Son costume froissé. Amélie, j'avais entendu dire, avait mis fin à leur relation lorsque l'attention des médias avait commencé. Monsieur Morrison, a commencé Hélène. Avez-vous oui ou non payé au docteur Dubois 15 000 € la veille de l'opération de votre femme? C'était des honoraires de consultation, a répondu Antoine. Une consultation à propos de quoi? D'option médicale. Quel genre d'option médicale? Je ne me souviens pas précisément. Hélène a sorti la transcription de la vidéo. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez dit, assurez-vous qu'elle ne se souvienne pas des détails. De quels détails parliez-vous? L'avocat d'Antoine a objecté. L'objection a été rejetée. J'étais inquiet pour l'état mental de ma femme, a dit Antoine. Elle était erratique. Définissez erratique. Elle voulait des enfants. Vouloir des enfants est erratique? La façon dont elle les voulait était obsessionnelle, constante. Hélène a sorti des captures d'écran imprimées. Celles-ci proviennent de l'historique de recherche de votre femme. Diriez-vous que rechercher des prénoms de bébés est obsessionnel? Oui. Et regarder les cliniques de fertilité? C'est ce que je veux dire. Elle était obsédée. Monsieur Morrison, avez-vous jamais dit explicitement à votre femme que vous ne vouliez pas d'enfant? Une pause. Pas en autant de mots. Donc, au lieu d'avoir une conversation avec votre femme sur le fait de ne pas vouloir d'enfant, vous avez choisi de la faire stériliser à son insu? J'ai choisi de protéger notre avenir. En violant son autonomie corporelle. En prenant une décision difficile qu'elle ne pouvait pas prendre elle-même. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec vous. Antoine a frappé la table de sa main. Parce qu'elle aurait tout ruiné. Ma carrière, notre style de vie, tout ce que j'avais construit. Les enfants nous auraient détruits et elle était trop naïve pour le voir. La sténographe judiciaire a tapé ces mots avec soin. Chaque touche était un clou de plus dans son cercueil. Hélène a souri froidement. Pas d'autres questions. L'enquête criminelle a progressé parallèlement à notre affaire civile. Le bureau du procureur, confronté à des preuves croissantes et à la pression publique, a engagé des poursuites contre Antoine et le docteur Dubois. Escroquerie, complot, agression. L'ordre des médecins a accéléré son examen de la licence du docteur Dubois. Puis est venu un appel téléphonique inattendu. Richard Brennan voulait une réunion. Mon client est prêt à offrir un règlement, a-t-il dit,
assis en face d'Hélène et de moi dans sa salle de conférence. Divorce complet, sans contestation. Il renoncera à toutes ses prétentions sur les biens communs, l'appartement, les investissements, tout. En échange, vous abandonnez les poursuites pénales et signez un accord de confidentialité. Non, ai-je dit avant qu'Hélène ne puisse répondre. Clara, peut-être devrions-nous discuter, a commencé Brennan. Non, ai-je répété. Il ne s'en tirera pas en achetant son impunité. Il ne me fera pas taire. Et ces autres femmes que le docteur Dubois a blessées. Elles méritent justice aussi. Brennan a rassemblé ses papiers. Vous faites une erreur, Madame Morrison. Antoine a des ressources. Il peut vous rendre la vie très difficile. Il l'a déjà fait, ai-je répondu. Et je suis toujours là. Après son départ, Hélène m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Tu sais, ça signifie un combat plus long, plus de publicité, plus de douleur. Je sais, ai-je dit. Mais je ne me bats plus seulement pour moi. Les autres femmes que Chloé avait identifiées ont commencé à se manifester. 2 d'entre elles se sont jointes à notre plainte, la transformant en une action collective contre l'hôpital. La femme qui avait tenté de se suicider a envoyé une déclaration écrite si puissante que la juge a autorisé sa lecture au dossier malgré son incapacité à témoigner en personne. Le docteur Dubois a parlé le premier. Faisant face à de multiples accusations criminelles et à la certitude de perdre sa licence, il a offert de témoigner contre Antoine en échange d'un accord de plaider coupable. Le procureur a accepté de réduire les charges. Il ferait quand même de la prison, mais moins que les 20 ans qu'il risquait. Son témoignage a été dévastateur. Il a détaillé comment Antoine l'avait approché, comment ils avaient planifié l'opération, comment Antoine avait spécifiquement demandé que je sois tenu dans l'ignorance. Il a produit des emails qu'Antoine lui avait envoyés par la suite, le remerciant pour sa discrétion et promettant de le recommander pour d'autres situations difficiles. Il a dit que sa femme devenait gênante, a témoigné le docteur Dubois. Que la grossesse le piégerait dans le mariage. Il avait besoin qu'elle soit stérilisée pour protéger ses actifs dans un futur divorce. J'étais assise dans la salle, les mains serrées sur mes genoux, alors que l'homme qui m'avait violée sur une table d'opération disait enfin la vérité. Cela n'annulait pas ce qu'il avait fait, mais il y avait quelque chose de cathartique à l'entendre l'admettre publiquement sous serment. Le procès pénal d'Antoine a commencé 3 mois plus tard. À ce moment-là, sa vie s'était complètement effondrée. Il avait été licencié de son entreprise, ses actifs gelés en attendant le règlement du divorce. Amélie l'avait non seulement quitté, mais avait également fait une déclaration au procureur sur les commentaires qu'il avait fait concernant ses plans pour moi. Sa propre famille avait pris ses distances, sa mère m'appelant pour s'excuser, pleurant en disant qu'elle l'avait mieux élevé que ça. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement, les signatures falsifiées, les pots de vin, le complot, la violation de confiance si profonde que le procureur l'a qualifiée de « trahison des liens les plus sacrés du mariage et de l'éthique médicale ». Antoine a témoigné pour sa propre défense, essayant toujours de se présenter comme le mari incompris qui avait fait un choix difficile pour une femme instable. Mais lors du contre-interrogatoire, son histoire s'est effondrée. Il s'est contredit, a perdu son sang-froid, a révélé la profondeur de son narcissisme et de son besoin de contrôle. Vous considérez votre femme comme une propriété, a dit le procureur. Ce n'était pas une question. Je considère ma femme comme ma responsabilité, a répondu Antoine. Votre responsabilité de la contrôler? De la protéger. De quoi? De ses propres choix. De faire des erreurs. Et vouloir des enfants était une erreur? Oui. Alors vous l'avez corrigé? Oui. À son insu? C'était nécessaire. Sans son consentement? Antoine a fait une pause, me regardant pour la première fois pendant le procès. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Pas du remords exactement, mais peut-être la première compréhension de ce qu'il avait réellement fait. Oui, a-t-il dit doucement. Sans son consentement. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le jour où Antoine a été condamné à 8 ans de prison, je ne me suis pas sentie victorieuse. J'étais assise dans ma voiture devant le palais de justice, les journalistes frappant à mes vitres,
et je me sentais vide. Justice avait été rendue, mais mes trompes de Fallope avaient toujours disparu. Ma capacité à concevoir naturellement était toujours volée. L'avenir que j'avais imaginé était toujours effacé. Julie m'a trouvé là 1 heure plus tard, toujours assise, fixant le vide. « Viens », a-t-elle dit doucement. On rentre à la maison. La maison était maintenant un petit appartement de l'autre côté de la ville. J'avais vendu mon ancien appartement, incapable de dormir dans des pièces où Antoine avait comploté contre moi. Le nouvel espace était plus petit, mais plus propre en quelque sorte, non souillé par la trahison. Sa condamnation a fait la une des journaux nationaux. Un mari emprisonné pour avoir conspiré à stériliser sa femme est devenu un sujet de discussion à la télévision. Une mise en garde dans les cours d'éthique médicale, un cri de ralliement pour les militants des droits reproductifs. J'ai reçu des centaines de messages de femmes partageant leurs propres histoires d'abus médicaux, de coercition reproductive, de partenaires ayant saboté leur contraception ou les ayant forcées à subir des procédures qu'elles ne voulaient pas. J'ai lancé un blog pour partager ces histoires, anonymement sur demande. Il a rapidement grandi, devenant une ressource pour les femmes cherchant des informations sur les droits des patients, le consentement médical et la reconnaissance de la coercition reproductive. Un éditeur m'a contacté pour en faire un livre. J'ai dit peut-être plus tard, quand je pourrais écrire à ce sujet sans trembler. L'hôpital a réglé à l'amiable pour un montant que je ne suis pas autorisée à divulguer, mais c'était suffisant pour que je n'ai plus jamais à travailler si je ne le voulais pas. J'en ai fait don de la moitié à des organisations de santé pour les femmes et j'ai gardé le reste, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que les faire payer me semblait être une autre forme de justice. Le docteur Dubois a perdu sa licence médicale de manière permanente et a purgé 18 mois dans une prison à sécurité minimale. J'ai entendu dire qu'il travaillait maintenant comme consultant médical pour des cabinets d'avocats, les aidant à comprendre les cas de faute professionnelle. Ironique, vraiment. L'entreprise d'Antoine a mené une enquête interne après sa condamnation et a découvert qu'il avait manipulé des collègues féminines pendant des années, sabotant les promotions des femmes qui ne voulaient pas sortir avec lui, répandant des rumeurs sur celles qui rejetaient ses avances. 3 autres poursuites ont suivi. Sa réputation professionnelle n'était pas seulement endommagée, elle était anéantie. Mais même avec tout cela, le traumatisme est resté. Il a refait surface à des moments inattendus, une douleur aiguë dans mon abdomen qui me plongeait dans des crises de panique, pensant qu'on m'avait fait autre chose à mon insu. Les rendez-vous chez le médecin sont devenus des épreuves. J'insistais pour tout enregistrer, pour que Julie soit présente, pour lire chaque formulaire 3 fois avant de signer. C'est un syndrome de stress post-traumatique, a expliqué ma thérapeute, le docteur Fournier. Votre corps se souvient de la violation même lorsque votre esprit essaie d'avancer. Nous y avons travaillé lentement, séance après séance. La phase de la colère a duré des mois. J'ai écrit des lettres à Antoine que je n'ai jamais envoyées, remplissant des carnets de rage. J'ai pris des cours de kickboxing, imaginant son visage sur le sac de frappe. J'ai hurlé dans ma voiture les fenêtres fermées, laissant sortir des sons que je ne savais pas que je pouvais faire. Puis est venu le deuil. Il m'a frappé un mardi ordinaire dans un hypermarché, en passant devant le rayon bébé. Je me suis effondrée dans l'allée, sanglotant pour les enfants que je ne porterais jamais, les choix qui avaient été volés, l'avenir qui avait été réécrit sans ma permission. Une gentille employée m'a aidé à me rendre dans une pièce calme, m'apportant de l'eau, s'asseyant avec moi jusqu'à ce que Julie puisse venir me chercher. Je ne sais même pas si j'aurais eu des enfants, ai-je dit au docteur Fournier. Mais il m'a enlevé le droit de décider. Il a volé mon peut-être. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de prison. L'écriture d'Antoine sur l'enveloppe a fait trembler mes mains. Julie voulait la brûler sans l'ouvrir, mais j'avais besoin de la lire. Clara, commençait-elle. J'ai eu le temps de réfléchir. Ce qui suivait n'était pas des excuses, mais une explication, une justification déguisée en réflexion. Il écrivait sur son enfance, ses peurs, son besoin de contrôle. Il disait qu'il m'aimait, qu'il m'avait toujours aimé, qu'il avait fait ce qu'il avait fait par amour. Amour, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. Il pense encore que c'était de l'amour. J'ai continué à lire. Il voulait que je lui rende visite. Il voulait s'expliquer en personne.
Il voulait que je comprenne que nous pourrions encore avoir un avenir quand il sortirait. J'ai brûlé la lettre dans mon évier, regardant ces mots se transformer en cendres. Puis j'ai appelé la prison et me suis fait ajouter à la liste des personnes à ne pas contacter. Il ne pourrait plus jamais m'écrire. Une année a passé. J'ai repris le travail, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que les livres me manquaient, les auteurs me manquaient, quelque chose dans ma vie qui n'était pas lié à ce qu'on m'avait fait me manquait. Mes collègues étaient prudemment gentils, ne mentionnant jamais le procès à moins que je n'en parle. Ma première auteure après mon retour était une femme qui écrivait sur l'éthique médicale. C'était comme une blague noire de l'univers, mais j'étais l'éditrice parfaite pour ça. Puis Amélie m'a contactée. Elle a envoyé un email par l'intermédiaire de mon avocate, demandant à me rencontrer. Contre l'avis d'Hélène et les protestations bruyantes de Julie, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Elle avait l'air terrible, mince, les yeux cernés, ses vêtements de marque flottant sur elle. Elle n'a rien commandé, c'est juste assise en face de moi, tripotant son téléphone. Il a essayé de me le faire aussi, a-t-elle dit sans préambule. Pas l'opération. J'étais trop intelligente pour ça. Mais le contrôle, la manipulation. Il avait déjà commencé à suivre mon téléphone, à se pointer à ma salle de sport, à dire à nos collègues que j'étais instable quand j'ai essayé de rompre. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai besoin que tu saches que je n'étais pas au courant de ce qu'il prévoyait pour toi. Je pensais qu'il ne voulait juste pas d'enfant avec toi. Je ne savais pas qu'il allait. Elle s'est interrompue. Tu pensais qu'il me quitterait pour toi, ai-je dit platement. Oui. J'étais stupide, égoïste et j'avais tort. Mais je n'étais pas. Je n'aurais pas été d'accord avec ce qu'il a fait. Je voulais que tu le saches. Je l'ai étudié. Cette femme qui était prête à détruire mon mariage, mais qui, apparemment, avait fixé la limite à la destruction de mon corps. Qu'est-ce que tu veux? Le pardon? Non. Je veux témoigner dans l'affaire civile contre lui sur la planification, la préméditation. J'ai des textos où il parlait de devoir résoudre le problème Clara. Je pensais qu'il parlait de divorce. Maintenant, je sais mieux. J'ai pris la clé USB qu'elle m'a offerte. Plus tard, Hélène utiliserait ces textos pour prouver un comportement systématique, aidant 3 autres femmes à porter plainte contre Antoine pour diverses formes de coercition et d'abus lors de ses relations précédentes. Des relations dont je n'avais jamais rien su. Les flashbacks venaient surtout la nuit. Je rêvais de l'opération, mais dans les rêves, j'étais éveillée, paralysée, hurlant silencieusement alors qu'il m'incisait. Je me réveillais en sursaut, vérifiant mon corps à la recherche de nouvelles cicatrices, de nouvelles violations. Parfois, j'appelais Julie à 3 heures du matin juste pour entendre quelqu'un me dire que j'étais en sécurité. Une nuit particulièrement mauvaise, je me suis surprise à chercher des informations sur l'inversion de la ligature des trompes. L'opération était possible, mais coûteuse et sans garantie de succès. La FIV était aussi une option. Si j'avais fait congeler mes ovocytes, ce que je n'avais bien sûr pas fait car je n'avais jamais su que j'en aurais besoin, je pourrais encore être mère. J'en ai parlé au docteur Fournier. Par l'adoption ou l'accueil familial, il y a des options. C'est vrai, a-t-elle convenu. Mais vous n'avez pas à décider maintenant. Vous n'avez jamais à décider. L'important, c'est que maintenant, le choix vous appartient à nouveau. Le choix m'appartient. Une phrase si simple, mais il a fallu des mois pour y croire vraiment. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes, enseignant la rédaction de CV et les techniques d'entretien d'embauche. Beaucoup de femmes là-bas avaient leurs propres histoires de partenaires qui avaient contrôlé leur corps, leur choix, leur avenir. Nous ne parlions pas de mon histoire. Il ne s'agissait pas de moi, mais elles savaient. Parfois, c'était suffisant. Une femme, Maria, avait été forcée par son mari à avoir 5 enfants qu'elle ne voulait pas, il disait que les enfants me garderaient trop occupée pour partir, m'a-t-elle dit. Il avait presque raison. Une autre, Kesha, voyait sa contraception sabotée à plusieurs reprises. Il perçait les préservatifs, jetait mes pilules. Disait que les accidents arrivent pour une raison. 4 accidents, apparemment. Ces femmes sont devenues ma communauté, ma raison d'être.
Nous nous reconstruisions tout à partir de zéro, créant de nouveaux avenirs à partir des cendres de ceux qui avaient été brûlés. 2 ans après l'opération, je me tenais devant une commission d'enquête parlementaire pour témoigner sur la coercition reproductive et les lois sur le consentement médical. Je portais un tailleur que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, professionnel, mais sans essayer de cacher qui j'étais. Une survivante, une militante, une femme qui refusait d'être réduite au silence. Les lois actuelles sont insuffisantes, ai-je dit dans le microphone, ma voix stable. Elles permettent des vides juridiques que les prédateurs exploitent. Elles privilégient l'unité familiale à l'autonomie individuelle. Elles ne protègent pas les patients des personnes mêmes qui sont censées prendre soin d'eux, qu'il s'agisse de professionnels de la santé ou de partenaires intimes. J'ai proposé des changements spécifiques, des délais de réflexion obligatoires pour la stérilisation volontaire, l'exigence d'un consentement enregistré en vidéo, des sanctions pénales pour les professionnels de la santé qui effectuent des procédures sans autorisation appropriée. La commission a écouté, posé des questions, pris des notes. Reste à savoir si quelque chose en sortirait, mais j'avais dit ce que j'avais à dire. Après l'audience, une sénatrice m'a prise à part. Ma fille, a-t-elle dit doucement. Son ex-mari a essayé quelque chose de similaire. Merci d'avoir pris la parole. Ces moments, ces liens avec d'autres femmes qui avaient été contrôlées, violées, ignorées, sont devenus mon carburant. Je n'étais plus seulement Clara. Je faisais partie de quelque chose de plus grand. Un mouvement de femmes refusant de laisser leur corps être des champs de bataille pour les désirs des autres. Antoine, j'ai appris par des voies détournées, ne s'en sortait pas bien en prison. Son besoin de contrôle ne se traduisait pas bien dans un environnement où il n'en avait aucun. Il avait été transféré 2 fois pour sa propre sécurité, avait perdu son appel et s'était vu refuser une libération conditionnelle anticipée. Bien, pensais-je, et je n'ai ressenti aucune culpabilité pour la satisfaction que cela m'a procurée. La petite ville côtière n'avait rien à voir avec la ville que j'avais quittée. L'air marin remplaçait les gaz d'échappement. Le bruit des vagues remplaçait les sirènes. J'ai loué un petit cottage surplombant l'eau, sur la côte normande, assez près pour entendre la mer la nuit, mais assez loin des zones touristiques pour avoir de l'intimité. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'opération, 1 an depuis que le dernier appel d'Antoine avait été rejeté. J'avais récemment arrêté de compter les jours. Un signe de guérison, avait dit le docteur Fournier. Je travaillais toujours comme correctrice, mais à distance maintenant, choisissant des projets qui suscitaient quelque chose en moi. Actuellement, je travaillais avec une femme qui écrivait sur la guérison des traumatismes. Le corps n'oublie rien, avait-elle écrit, mais c'est à nous d'écrire le dernier chapitre. Je lui avais suggéré d'en faire son titre. La lettre est arrivée un jeudi, pas d'Antoine. J'avais fait en sorte que ce soit impossible. Mais de quelqu'un d'inattendu. L'adresse de l'expéditeur provenait d'un centre pénitentiaire pour femmes. L'expéditrice, Linda Morrison, la mère d'Antoine. Chère Clara, commençait-elle. L'écriture était tremblante mais déterminée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous écris de prison. C'est une histoire qui pourrait vous apporter une forme de conclusion, ou peut-être simplement confirmer ce que vous soupçonniez. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait été emprisonnée pour avoir tenté d'empoisonner le père d'Antoine 20 ans plus tôt. Il avait été contrôlant, abusif, l'avait forcé à avoir Antoine alors qu'elle ne voulait pas d'enfant. Un jour, elle avait craqué, mis de l'antigel dans son café. Il a survécu. Elle a pris 15 à 20 ans. Je vois maintenant que mon fils est devenu son père, a-t-elle écrit. J'ai échoué à vous protéger du cycle que je n'ai pas pu briser moi-même. Antoine a appris que les femmes étaient des choses à contrôler, pas des personnes à respecter. Je suis désolée pour ma part dans la création de l'homme qui vous a blessé. J'ai lu la lettre 3 fois, puis j'ai appelé le docteur Fournier pour une séance d'urgence. Que ressentez-vous à ce sujet, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. En colère, triste, validée. Tout ça à la fois. Tout cela est parfaitement raisonnable. J'ai répondu à Linda, pas pour pardonner. Ce n'était pas à moi de le donner. Mais pour reconnaître, pour dire que je comprenais comment les schémas se répètent, comment la violence engendre la violence, comment le contrôle devient générationnel.
Nous avons commencé à correspondre, deux femmes aux antipodes des dégâts d'Antoine, trouvant une étrange solidarité dans notre expérience partagée des hommes Morrison. Mon blog avait évolué pour devenir une fondation, le Centre Clara Morrison pour l'autonomie médicale. Nous fournissions des ressources juridiques, un plaidoyer et un soutien aux victimes de coercition reproductive. Le premier bureau a ouvert dans la ville que j'avais fui, un choix délibéré pour me réapproprier cet espace. Julie le dirigeait, féroce et protectrice de chaque femme qui franchissait les portes. Je suis retournée pour l'ouverture. Ma première fois dans la ville depuis mon déménagement sur la côte. Debout au podium, regardant la foule de survivantes, de militants et d'alliés, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas la guérison exactement, mais la transformation. Ce centre ne me concerne pas, ai-je dit. Il concerne chaque personne dont le corps a été traité comme la propriété de quelqu'un d'autre. Il s'agit de changer la conversation de « pourquoi n'est-elle pas partie » à « pourquoi pensait-il qu'il en avait le droit ?» Il s'agit de s'assurer que ce qui m'est arrivé devienne légalement impossible pour quiconque d'autre. La première grande victoire de la Fondation est arrivée 6 mois plus tard. L'adoption de la « loi Clara » dans 3 régions, exigeant le consentement enregistré en vidéo pour toutes les procédures de stérilisation et criminalisant la falsification de consentement médical comme un crime avec une peine de prison obligatoire. Ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez. Mais c'était un début. J'ai recommencé à fréquenter des hommes, lentement, prudemment. Il s'appelait Mathieu, un veuf qui tenait la librairie locale. Il avait perdu sa femme d'un cancer. Il comprenait que certaines pertes vous remodèlent entièrement. Nos premiers rendez-vous étaient des promenades sur la plage, à parler de livres, de pertes, du cadeau étrange de recommencer quand on ne l'a jamais voulu. J'ai besoin que tu saches, lui ai-je dit assez tôt, ce qui m'est arrivé, ce que je ne peux pas faire. Il a écouté toute l'histoire sans interrompre, son visage passant par la colère, la tristesse et quelque chose de protecteur, mais pas possessif. Merci de me faire confiance avec ça, a-t-il dit finalement. Et j'ai besoin que tu saches que j'ai 2 enfants de mon mariage, des adolescents. Je ne cherche pas à en avoir d'autres. Je cherche juste à être heureux à nouveau. Peut-être te rendre heureuse aussi, si tu me laisses faire. Nous avons pris notre temps. 1 an de rendez-vous avant que je le laisse passer la nuit. 6 autres mois avant que je puisse être intime sans crise de panique. Il était patient, suivant mon rythme, ne forçant jamais. La première fois que nous avons fait l'amour sans que je me dissocie, j'ai pleuré après, non pas de tristesse, mais de la reconnaissance que mon corps pouvait encore être le mien, pouvait encore choisir le plaisir, pouvait encore faire confiance. Le processus d'adoption a commencé 2 ans après le début de ma nouvelle vie au bord de la mer. Non pas parce que j'avais besoin de remplacer ce qui avait été volé, mais parce que j'avais toujours voulu être mère, et Antoine n'avait pas enlevé ce désir, même s'il en avait pris le chemin traditionnel. J'ai été approuvée en tant que mère célibataire, bien que Mathieu ait clairement indiqué qu'il serait là comme j'en aurais besoin. Elle s'appelait Sophia, 7 ans, retirée de son foyer après une négligence médicale, passée par 3 familles d'accueil. Elle avait des problèmes de confiance, des problèmes de contrôle, une colère qui me rappelait la mienne. Parfait, ai-je pensé. On se comprend. Le jour où je l'ai ramenée à la maison, elle s'est tenue dans l'embrasure de sa nouvelle chambre, peinte en bleu océan à sa demande, et a demandé « Tu vas me renvoyer ?» Jamais, ai-je dit. Tu es coincé avec moi. Promis. Promis. Elle a testé cette promesse pendant des mois. Des crises de colère, des fugues. Jamais loin. Toujours à la plage. Cassant des choses pour voir si j'abandonnerais. Je n'ai pas abandonné. Lentement, prudemment, nous avons bâti la confiance. Elle a commencé à m'appeler « maman ». 6 mois plus tard, nonchalamment, comme si ce n'était pas un miracle. 1 an plus tard, au petit déjeuner mère-fille de son école, elle m'a présenté à son institutrice. C'est ma maman. Elle m'a choisi. L'institutrice a souri poliment, ne comprenant pas le poids de ses mots. Mais moi, si. Le choix. La chose qui m'avait été volée, maintenant librement donnée. J'ai appris qu'Antoine avait été gravement battu en prison. Quelque chose à propos de dette, de respect, le genre de violence qui se produit quand on ne peut pas contrôler son environnement.
J'ai attendu de ressentir quelque chose. Satisfaction, pitié, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Il était devenu sans importance pour mon histoire. Une note de bas de page dans une vie que j'avais reconquise et réécrite. Le docteur Dubois est mort d'une crise cardiaque 2 ans après sa libération. La notice nécrologique mentionnait sa carrière médicale, mais pas ses crimes. J'ai écrit ma propre version, la postant sur le site web de la Fondation, m'assurant que ses victimes soient rappelées, même s'il essayait de les oublier. Que ressentez-vous à propos de sa mort, a demandé le docteur Fournier. Libre, ai-je dit. Enfin, complètement libre. Le documentaire sur mon cas a été présenté en avant-première dans un festival de cinéma prestigieux. Je ne l'ai pas regardé. Le vivre une fois était suffisant. Mais j'ai assisté à la séance de questions-réponses après. Une jeune étudiante en médecine a demandé comment les professionnels de la santé pourraient mieux protéger les patients. Croyez les femmes, ai-je dit simplement. Quand une patiente semble confuse au sujet d'une procédure, enquêtez. Quand un conjoint parle pour sa partenaire, insistez sur des conversations privées. Quand quelque chose vous semble anormal, faites confiance à cet instinct. Chloé, l'infirmière qui m'a prévenue. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle a risqué son emploi pour me dire la vérité. Soyez comme Chloé. Chloé était dans le public. Elle était devenue une défenseure des patients, travaillant à la réforme des procédures de consentement dans les hôpitaux. Nous nous sommes étreintes après la projection, 2 femmes qui avaient combattu un système conçu pour nous faire taire. 5 ans après l'opération, je me tenais sur ma plage. Je la considérais comme la mienne maintenant. Regardant Sophia jouer dans les vagues. Mathieu était assis à côté de moi, lisant, à l'aise dans le silence que nous avions appris à partager. Mon téléphone a vibré avec un texto de Julie. Une autre région venait d'adopter la loi Clara. C'est de fait, encore beaucoup à faire. J'ai pensé à la femme que j'avais été avant, confiante, naïve, dépendante d'Antoine pour la validation et la direction. Elle avait disparu, aussi sûrement que mes trompes de Fallope. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, mais pas amer, de prudent, mais pas fermé, de marqué, mais pas brisé. Sophia a couru vers moi, dégoulinant d'eau de mer, et m'a serré dans ses bras malgré mes protestations sur le fait d'être mouillée. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Elle a brandi $1 des sables parfaits, intact malgré les vagues. Il est magnifique, mon trésor. On peut le garder? Bien sûr. Il est à toi. Elle est retournée en courant vers l'eau et j'ai touché mon abdomen, sentant les petites cicatrices qui s'étaient estompées en de fines lignes blanches. Elle racontait une histoire, mais pas ma seule histoire. Pas mon histoire finale. Ce soir-là, je me suis assise à mon ordinateur, écrivant le dernier chapitre de mon livre. L'éditeur voulait une fin triomphante, une victoire claire, mais ce n'était pas ma vérité. Ma vérité était plus désordonnée, compliquée, en cours. La guérison n'est pas une destination, ai-je écrit. C'est un choix que l'on fait chaque matin. Certains jours, la colère revient, vive et justifiée. Certains jours, le deuil submerge, pleurant des possibilités qui ont été volées. Mais chaque jour, je choisis de continuer à me battre, de continuer à construire une vie qui est la mienne. Ils m'ont enlevé mon choix une fois, mais ils ne m'ont pas enlevé ma voix. Ils ne m'ont pas enlevé ma capacité à choisir tout ce qui a suivi. Ils ne m'ont pas enlevé mon pouvoir de transformer le traumatisme en raison d'être, la douleur en plaidoyer, le silence en un rugissement qui exige le changement. Je ne suis pas reconnaissante pour ce qui m'est arrivé. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont conspiré pour violer mon corps et ma confiance. Mais je suis fière de qui je suis devenue malgré eux. Je suis fière des lois changées, des femmes aidées, de la fille choisie, de la vie reconstruite. Ce n'est pas une histoire de dépassement. C'est une histoire de devenir. Devenir ma propre avocate, devenir ma propre protectrice, devenir ma propre voix. Devenir la mère que j'ai choisi d'être, la partenaire que j'ai choisi d'être, la femme que j'ai choisi d'être. Mon nom est Clara Morrison. 3 hommes ont essayé de voler mon avenir. Ils ont échoué. Ceci est mon histoire, et je suis la seule à pouvoir en écrire la fin.
J'ai sauvegardé le fichier, fermé mon ordinateur portable et suis allé border Sophia. Elle lisait avec une lampe de poche sous ses couvertures, pensant que je ne le savais pas. Encore 5 minutes, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Dit, a-t-elle négocié. 7. Marché conclu. Je suis resté dans l'embrasure de sa porte, la regardant lire. Cet enfant qui m'avait choisi autant que je l'avais choisi. Au bout du couloir, Mathieu préparait du thé, fredonnant faux. Dehors, l'océan continuait son rythme infini, immuable et éternel. Mon téléphone s'est allumé avec une notification. Une autre femme avait contacté la fondation, cherchant de l'aide, trouvant sa voie. Demain, je répondrai. Demain, je me battrai à nouveau. Demain, je choisirai à nouveau. Mais ce soir, je me tenais dans l'embrasure de la chambre de ma fille, dans ma maison au bord de la mer, dans ma vie que j'avais reconstruite morceau par morceau, choix par choix. Les cicatrices sur mon abdomen étaient à peine visibles maintenant, mais elles étaient là, faisant partie de moi, mais ne me définissant pas, maman, a appelé Sophia. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon trésor. Je suis allée dans ma chambre, passant devant la fenêtre qui donnait sur l'eau. La lune était pleine, projetant une lumière argentée sur les vagues, belle et puissante et complètement indifférente au drame humain. Il y avait un réconfort là-dedans, le rappel que le monde était plus grand que ce qu'on m'avait fait, que la vie persistait malgré la violation, qu'il y avait toujours une autre marée, une autre aube, une autre chance de choisir qui nous devenons. Antoine avait pensé qu'il m'enlevait mon avenir. Au lieu de cela, il m'avait donné quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de me donner. La connaissance de ma propre force, le pouvoir de ma propre voix, la détermination féroce de ne plus jamais laisser personne choisir pour moi. J'ai souri, un vrai sourire, pas pour le confort de quelqu'un d'autre. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux combats, de nouveaux choix. Mais ce soir, j'étais exactement là où j'avais choisi d'être. Ils m'ont enlevé mon choix, mais ils ne m'ont pas enlevé ma voix. Et cette voix, maintenant, était la mienne et seulement la mienne. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance conspirait pour voler votre avenir pendant que vous dormiez? Auriez-vous la force de vous battre, ou la trahison vous briserait elle complètement? Si l'histoire de survie et de justice de Clara vous a ému, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires puissantes de femmes qui refusent d'être réduites au silence.